Est-ce que tu as un petit souvenir d'EDF pour toi? Écoute, je te remercie beaucoup et je te... Qui ose poser la première question? Voilà. Comme professeur je sais, je vous demande si votre carrière peut être faite en France. Pourquoi ça? Tous les Français ici aux États-Unis. Je pense qu'actuellement, probablement, oui. Je pense qu'il y a 10-15 ans et avant, probablement non. Quel diplomate non, je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité maintenant parce qu'il y a un aspect, logiciel sur le web, les techniques de socialisation qui demandent beaucoup moins de développement qu'autrefois. Autrefois, beaucoup d'équipements, de grosses équipes, très chères. Maintenant, il y a des techniques de développement qui sont beaucoup plus souples, agiles, qui permettent de créer de très belles choses sans utiliser beaucoup d'hommes et sans prendre beaucoup de temps. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités actuellement, parce que même quand on voit les très belles sociétés qui opèrent dans ce monde du web, il n'y a pas beaucoup de capitaux à la source, en fin de compte. Et donc je pense qu'il y a plus de possibilités aujourd'hui qu'autrefois. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, oui. On regarde votre parcours, vous êtes allé de construction en revente et de rachat en vente. Est-ce que la norme, c'est je fabrique et je revends, ou est-ce qu'il y a une autre voie? Il y a beaucoup d'autres voies, en fin de compte. Le problème qu'on a des fois, c'est que chaque fois qu'on bâtit quelque chose qui marche bien, tout d'un coup, il y a beaucoup de possibilités d'achat par les sociétés. Donc, ce qui se passe, dès quelque chose qui marche bien et qui semble être super chouette, tout d'un coup, vous avez des tas d'offres d'achat. Et le problème, c'est que vous ne travaillez jamais tout seul, vous avez un conseil d'administration, vous avez des investisseurs. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va craquer, il faut vendre, il calcule très vite les dollars et puis il faut vendre. Donc, en fin de compte, Atlantis, c'est une société qu'on avait décidé, en fin de compte, de vraiment bâtir. Et donc, on a des offres d'achat en 2008. D'ailleurs, on avait une très grosse offre d'achat en 2008 pour la société, on ne l'a pas vendue. On en avait 2 cette année également, on ne l'a pas vendue. Donc l'idée avec cette société, c'est vraiment de la bâtir. Et donc, à un moment donné, il y aura des offres également qui seront jugées grosses et importantes, qui ne peuvent pas être, comment dit-on, ignorées. Et donc, mais c'est un peu le problème qu'on a. Donc pour bâtir une société et la mettre en bourse, en fin de compte, il faut des partenaires au niveau du conseil d'administration et des investisseurs qui soient sur la même longueur d'onde et se dire, bon, c'est pas pour faire 4 fois notre argent et on est content, c'est vraiment pour faire quelque chose. Donc il faut une entente au moins au niveau humain entre nous pour savoir que c'est ce qu'on veut. Mais il est assez facile, en fin de compte, dès qu'on a quelque chose de bien, de le vendre, parce que ça intéresse tout de suite plusieurs groupes qui viennent vous voir et disent, bon, est-ce que vous seriez intéressé, etc. Donc c'est souvent comme ça que ça démarre. Mais donc c'est souvent la raison pour laquelle ça finit comme ça. De toute façon, dans le capital risque, je peux vous dire, à un moment donné, on a un fonds, il y a des sociétés dans le fonds, et puis on veut lever un autre fonds. Et comment est-ce qu'on trouve des motifs, les raisons de lever un autre fonds, c'est en disant, regardez, on a du succès. Alors le succès, ça peut être du PowerPoint, avec des chiffres dessus, ou bien des transactions. Et donc la tentation pour les fonds de capital risque, c'est de vendre quelquefois trop tôt. On est très vite quelquefois trop tôt, mais il faut le faire. Madame? En parallèle de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous investissez vous-même dans d'autres sociétés, des petites sociétés, et si oui, dans quel type de... Oui.
Je connais bien le côté sécurité, donc j'ai investi dans le passé surtout dans la sécurité. Donc j'avais mis de l'argent dans Atlantis et puis j'ai de l'argent actif dans une petite société à Santa Clara qui s'appelle Nextir, qui eux une technologie que je connais donc les fondateurs depuis 5 ans. Ils ont une technologie de classification des données sur le réseau presque en temps réel. Ce qui permet donc de pouvoir appliquer des polices de sécurité assez rapidement, de blocage d'informations qui pourraient sortir, etc. Parce que normalement, ça demande un traitement à côté, de façon à pouvoir réagir après. De pouvoir faire ça en temps réel est incroyable. C'est un problème très très dur à résoudre. Et donc, c'est ça qui éviterait Wikileaks. Exactement, exactement. Et donc, j'avais essayé de convaincre cette équipe de mettre ça du côté stockage, parce que côté stockage, quand on comprend ce qui se passe, on sait alors comment mettre les bonnes polices d'archivage, de rétention, etc. Mais leur connaissance était la sécurité, donc c'est plusieurs docteurs en sécurité, donc ils se sont mis dans ce domaine-là. C'est une boîte qui marche bien et qui... ça, c'est le genre de boîte qui sera acheté plus tard. Ça doit vraiment appartenir dans un gros groupe de sécurité, en fin de compte. Souvent, on vend une autre raison de vendre une entreprise, c'est les ventes et le marketing. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un produit, les ingénieurs, ça ne coûte pas cher. Même si on pense le contraire, c'est les ventes et le marketing qui peuvent tuer une entreprise. Et la question se pose à un moment du développement d'un produit ou d'une entreprise, de se dire, est-ce qu'on va reconstruire une force de vente, de distribution, customer support et tout ça, que quelqu'un d'autre a déjà et dans lequel le produit tomberait déjà. Et donc, est-ce qu'on va reconstruire tout ça soi-même? Ça peut être justifié, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Hein, et du point de vue d'efficacité du capital, là je parle à nouveau en tant qu'investisseur, les ventes et le marketing peuvent manger 90% du capital, alors qu'on a dépensé 10% de toute la somme dans l'ingénierie. Donc il faut bien réfléchir à un moment donné. Le business commence à montrer des signes de bonne vitalité. Est-ce qu'on va développer une force de vente, de customer support, de tech support, etc. Ou bien est-ce qu'on va mettre ça dans un système qui existe déjà? Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces transactions. Oui, monsieur. Derrière ma question, il y avait aussi un peu une question sous-jacente. À partir de quel moment une idée devient un nom? À partir de quel moment une idée intéressante, intelligente, travailler, devient un nom? Vous voulez dire une marque? Est-ce que vous voulez dire une marque? Ah, d'accord. C'est il y a plusieurs techniques en fin de compte, mais il y a une technique qui est assez sûre toujours. Quand on a une idée qui semble bien, il faut la passer assez rapidement devant des clients potentiels. Donc même quand on n'a pas d'équipe, qu'on n'a rien en fin de compte. Donc il faut vraiment se bâtir un petit réseau de personnes qui sont je veux dire, capables de fournir ce genre de feedback est important. Donc ça fait qu'au fur et à mesure des années, on se bâtit des réseaux, on a accès à beaucoup de CIOs, de VP dans les grosses entreprises aux États-Unis ou en Europe. Et dès qu'on a des idées à peu près bien, on peut les mettre carrément sur papier, aller leur présenter. Ils sont capables très rapidement de vous dire oui, ça c'est quelque chose qu'on utiliserait, ou vous dire non, ça c'est pas bon, mais par contre si tu fais ça comme ça peut être intéressant. Et donc de pouvoir valider ces idées très rapidement. Mais c'est pas assez en fin de compte, parce que en dehors de ça, il faut comprendre alors est-ce que vous serez capable de les vendre, de pénétrer sur le marché, qui seront les compétiteurs, comment est-ce que vous pouvez passer à travers ça. Et l'idéal, en fin de compte, quand vous regardez ça, c'est de pouvoir trouver une base installée sur laquelle vous pouvez aller, de façon à ce que quand on bâtit ces équipes de vente qui sont si chères à mettre en place, elles peuvent être assez efficaces assez rapidement. Une base installée, ça veut dire, puisque vous avez ça, si vous mettez ça à côté, vous avez ça et ça, c'est encore mieux.
ou de trouver un canal de distribution sur lequel vous pouvez vous mettre dessus en même temps. Nous, en fin de compte, à Atlantis, on a eu un peu de chance parce qu'on a réussi à faire les deux en même temps. Mais chaque fois que je remonte une société, je recherche toujours une des deux. Soit une base installée, soit un canal de distribution sur lequel je peux me mettre. Parce que profiler les resellers ou les distributeurs, c'est assez difficile de les trouver. Parce que c'est l'autre chose à faire, quel est le profil idéal? Quel est le profil idéal du vendeur, du reseller, du distributeur? Ça prend du temps. Et donc, il y a des bonnes techniques pour court-circuiter ça, mais surtout sortir les risques. Que quand on monte une boîte, vous avez des risques partout. Un, il y a la technologie. Est-ce que le produit va marcher? Est-ce que la technologie sera assez performante? Vous avez le marché. Est-ce que le marché va se développer? Est-ce que le timing est bon? Vous avez le positionnement. Vous avez la compétition. Vous avez le cycle de vente. Comment est-ce qu'il est? Il y a tous les risques, le profil du revendeur. Vous avez des risques partout. Donc, idéalement, quand vous pensez à la stratégie, vous pensez à sortir chaque risque un par un, de façon à ce qu'à un moment donné, vous savez que le seul risque qui reste vraiment, c'est l'exécution. Mais vous savez que le marché est bon, vous savez comment l'attaquer, vous savez le cycle de vente. Optimiser le cycle de vente, des fois, demande de changer le produit. Passer sur un canal de distribution de EMC ou alors passer en vente directe demande de changer le produit. Également. Donc, il faut adapter le produit, la technologie à votre cycle de vente et également au canal de distribution. Donc, c'est un problème de recherche opérationnelle pratiquement. Il faut savoir prendre tout ça en tête. Donc, optimiser un produit sur un marché demande de comprendre tout ça et de le tester à chaque moment. Et ça, c'est des bonnes techniques. À un moment, j'étais avec Marc Leslie, le fondateur de Veritas, dans mon conseil d'administration. Et Marc me disait toujours, Bernard, bêta-test le sales cycle, bêta-test le positionnement. On bêta-testait tout. C'est-à-dire bêta-tester, c'est-à-dire te tester à l'avance avant de mettre sur le marché. Et en fin de compte, c'est de très bonnes techniques. Même à Atlantis, on a continué à employer ces techniques. On a un cycle de vente totalement optimisé. On a un produit qui a été modifié pour s'adapter et couper le cycle de vente. On a adapté le produit également à nos canaux de distribution. Évidemment, on fait ça au fur et à mesure. On a bêta-testé tout. En fin de compte, j'avais fait rentrer 10 millions de dollars entre mai et juillet. D'ailleurs, de Nicolas Bartek, de Cisco, de Eldorado Venture qui avait fait Compellant. Mais je finis l'année avec mes 10 millions de dollars dans la banque, pratiquement. Et entre les ventes et le tester, ça fait qu'on démarre 2011 avec tout bien testé, on sait comment attaquer le marché, on sait qui sont nos resellers, on sait où attaquer tout ça et on peut battre les équipes. Quand tu dis reseller, tu ne veux pas dire reseller. Revendeur. Revendeur, merci. Je t'ai attaqué. Non, de temps en temps, il faut être pratique. Un entrepreneur doit être pratique. D'autres questions? Oui, vous parliez de timing. Est-ce que l'outil, j'imagine, le Verbal Life Cycle est un outil qui, selon vous, est fiable? Est-ce que vous l'utilisiez ou non pour savoir c'est pas fiable, non. En fin de compte, il y a beaucoup d'intuition derrière ce problème de timing parce que il faut souvent 2 ans de développement de produits. Si vous êtes trop à l'avance, j'ai fait ça une fois, si vous êtes trop à l'avance, vous avez perdu votre temps. Et puis vous voyez les autres qui démarrent après vous. Et si vous êtes un peu trop en retard, vous avez toute cette compétition à essayer de déplacer plus tard. Donc il y a beaucoup de chance derrière le timing. Il y a beaucoup d'intuition, mais il y a beaucoup de chance derrière tout ça également. Mais le problème du Gartner timing n'est pas fiable. Voilà, merci beaucoup et bravo.